Nous allons donc finir cette matinée en plongeant dans le fleuve, dans une toute autre perspective, puisqu'on nous allons parler des bains dans le fleuve, dans ses affluents, dans les rivières. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités, Roberto Eplé, qui est hydrobiologiste, président et fondateur de l'European Rivers Network. C'est une association issue du collectif SOS Loire Vivante. C'est un militant et c'est surtout aussi l'initiateur du Big Jump, qui est la journée européenne de la baignade. Donc je pense qu'il va nous raconter tout ça. Un baigneur invétéré. Et puis Jérôme Baratier, qui est directeur de l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours et qui est enseignant à l'école urbaine de Sciences Po Paris. Et pour animer cette discussion, une autre baigneuse invétérée, notre chère Virginie Serna, qui est conservatrice générale du patrimoine, archéologue, chargée de mission sur les territoires de l'eau au ministère de la Culture et surtout et également qui fut une membre émérite de la commission donc, qui a auditionné tous nos invités pour le Parlement de Loire et avec qui ce fut un véritable plaisir de partager tous ces moments avec elle. Donc, elle représente la commission et je la remercie. Je te laisse la parole, Virginie. Merci beaucoup, Lolita. Plaisir partagé et plaisir d'être ici pour nous, membres de la commission aussi, pour donc restituer à la fois le travail fait, mais aussi peut-être quelque chose dont on n'a peut-être pas osé encore beaucoup parler, mais qui est l'émotion aussi que l'on a eue tout le temps de ce travail, en fait, donc vers une commission du Parlement de Loire. Alors, lorsque l'on a... Là, ici, on va essayer d'évoquer quelque chose sur lequel on a du mal à mettre un terme exact. D'ailleurs, on a changé au moins 4 fois, en fait, le titre de l'intervention. Au départ, c'était quelque chose qui s'appelait la baignade. Ensuite, c'est devenu à l'eau. Ensuite, j'avais proposé « Est-ce que ça baigne ?» Finalement, on est passé à quelque chose, après d'ailleurs une visioconférence assez incroyable où nous nous rencontrions pour la première fois et nous avions déjà beaucoup ri. Donc, nous sommes passés à quelque chose qui est plutôt de l'ordre du goût de l'eau, qui ressemblerait plus à ce que nous voudrions évoquer pendant les 30 minutes de cette conversation. Donc, on va effectivement, pendant 30 minutes, un peu patauger, on va plonger, on va sauter, on va peut-être un peu éclabousser aussi. En tout cas, on va réfléchir à ce que nous évoque cette entrée dans l'eau. Je parlerai pour ma part, puisque cela m'a été demandé aussi, de cette expérience de l'immersion dans une pratique professionnelle, que je ne suis pas seule à pratiquer, qui est donc l'archéologie subaquatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, je voudrais reprendre un mot qu'a dit Camille et qui, pour moi, est très important, c'est la notion d'enfance. J'ai la grande chance de faire un métier dont tous les enfants rêvent, dont d'ailleurs, moi, enfant, je n'ai jamais rêvé. Mais voilà, dans cette archéologie, il y a le goût de l'enfance, il y a le goût de la pataugeoire, et en plus, en archéologue subaquatique, alors là, il y a le goût des bouées, du canard. Donc voilà, et tout ça fait partie, je le revendique, de la pratique professionnelle. Donc qu'est-ce que ça signifie en fait de cette immersion en tant qu'archéologue subaquatique, avec l'expérience donc de cette épave de Langeais dont on a beaucoup parlé, et c'était intéressant de savoir comment on entre en fait sur un site archéologique en allant sous l'eau, donc avec tout ce qu'il faut pour aller sous l'eau, hein, donc bouteilles, détendeurs, air et non pas oxygène comme beaucoup pensent, palmes, masques et tuba. Donc on voit bien que là on a un attirail qui est quand même un attirail très technique et qui fait que on voit bien que l'homme n'est pas si à l'aise quand même sous l'eau. Alors cette expérience que j'ai eue et qui a fait que je me suis sentie un peu légitime, pas légitime, enfin accueillie dans ce Parlement de Loire, c'est effectivement à un moment donné, dans ce site archéologique de Langeais, dans cette pratique professionnelle, la rencontre en fait
avec une contrainte environnementale qui est la contrainte tout simplement d'avoir d'autres présences sous l'eau, autres que les humains et les archéologues. Et dans ces présences-là, il y avait donc le sable qui fait un bruit terrible sous l'eau. Il y a également, et on en parle souvent, Spongia lacustris, qui est donc une éponge particulière et qui a eu l'idée, la poésie, l'inventivité et le besoin surtout de se placer en fait sur une des pièces essentielles de l'épave de Langeais. Et donc d'un seul coup, de poser en fait pour moi dans ma pratique professionnelle un problème qui est devenu un problème éthique important, qui était qu'est-ce que je fais? J'ai une compétition entre deux patrimoines. Le patrimoine culturel, puisque je devais démonter cette partie de l'épave pour la comprendre. L'archéologue fait partie de ces gens qui démontent leur objet de recherche. Et d'autre part, cette compétition avec un patrimoine naturel, puisque l'éponge, je ne devais pas toucher à l'éponge. Voilà, donc tout ça pour dire que ça m'a beaucoup, beaucoup frappé, ce face-à-face, et puis c'est vraiment ce face-à-face, entre l'éponge et moi, entre le courant et moi, entre Loire et moi, et ça a aussi provoqué beaucoup de bouleversements à l'intérieur de l'équipe de fouilles. Donc on a dû se réorganiser, on a dû inventer des formes alternatives, en fait, pour pratiquer cette archéologie que nous revendiquions. Et nous avons décidé de faire de toutes ces contraintes environnementales, mais aussi de cette contrainte de l'immersion dont on va parler, un jeu. Et finalement, de faire rentrer Loire dans l'équipe de fouilles. Elle est nommée. Voilà, elle est nommée parce qu'elle a travaillé en tant qu'archéologue, elle a fossilisé le site, elle l'a protégé, elle a participé aussi à son érosion. Donc je me baigne, j'entre dans une rivière, j'entre dans un anthroposystème fluvial, c'est évident, j'entre dans un système. Et pour cela, donc, je vais juste rappeler deux choses et ensuite, big jump. Baignade. Baignade non féminin. Premièrement, baignade signifie action de se baigner. Deuxièmement, c'est l'endroit où on peut se baigner. Là, c'est pour toi, Jérôme, ça. Donc, du coup, voilà, on va nous essayer de travailler justement, est-ce qu'on a posé la bonne question en se posant la question de la baignade et est-ce qu'on n'irait pas plutôt vers le goût de l'eau? Alors, pour cela, donc, moi maintenant je laisse la parole à Roberto. Big jump, on y va. Oui, il marche, celui-là aussi. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Je vais essayer avec un mauvais français parce que je viens d'un autre bassin qui est le Rhin, en Suisse, vous expliquer un peu cette idée fou du big jump qui parlera beaucoup de retour de l'homme dans l'eau. Est-ce qu'après le castor et la loutre, ne serait-il pas temps que nous aussi, on rentre dans la rivière? Est-ce que la présence humaine dans l'eau, dans les rivières, dont la Loire, n'est pas un excellent indicateur, bio-indicateur de la qualité du milieu, mais aussi de sa relation avec son fleuve? Je pense que oui. Pour vous expliquer un petit peu cette histoire du Big Jump, qui est en fait un appel aux citoyens, aux hommes, au peuple des rivières, de se réapproprier les rivières, quasiment de demander rendez-nous enfin les fleuves, rendez-nous les rivières. Parce qu'on a été dépossédés dans le passé, elle appartient à EDF, elle appartient à Total, elle appartient ainsi de suite. Et en plus, vous allez voir, c'est même interdit dans la Loire. Plusieurs préfets me l'ont dit par écrite. On verra tout ça tout à l'heure. Donc, c'est un appel à la baignade, le même jour, la même heure, partout en Europe, et bien sûr aussi sur la Loire. Mais pour savoir lister à la même heure, j'ai dit, hein, voilà, 15 heures toujours, c'est toujours le deuxième dimanche de juillet. Et tous les 3 ans, c'est une grande édition. L'année prochaine, ce sera une grande. Peut-être un à Tours aussi. Voilà. Alors, pour comprendre d'où ça vient, pour voir que, pour retourner dans le temps des rivières, quand ils allaient encore moins bien qu'aujourd'hui, moins mal, plus mal encore qu'aujourd'hui, il faut dire, quand ils étaient à l'agonie, tous les fleuves de l'Europe, dans les années 70-80,
à l'agonie. Et que quand les gens ont commencé à bouger pour défendre ces rivières, et moi aussi je faisais partie justement de Loire Vivante, et j'en préside aujourd'hui encore cette association, du moins SOS Loire Vivante. Il y en a d'autres qui sont là, des Loires Vivantes. Il y a eu quelque chose avant la mission Val-de-Loire, vous imaginez? Il y a eu un événement sur la Loire qui était le Larzac des rivières. Les gens se révoltaient, ailleurs aussi, sur le Rhin, etc. Tellement les rivières étaient au mauvais état. Mais le big jump, lui, l'idée de cette baignade, de cette réappropriation par les citoyens, il est né sur l'Elbe, un fleuve sœur de la Loire, dans cette famille des fleuves, qui est en Tchécoslovaquie, aujourd'hui s'appelle République tchèque, et l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Un fleuve qui est à peu près 1000 km comme la Loire. Et il ressemble un peu. J'ai été appelé, après que sur la Loire, on a gagné, on peut dire, un combat important pour cette Loire vivante, j'ai été appelé d'aller sur l'Allemagne dans les nouveaux Länder, comme on les appelle, ceux de l'ex-Allemagne de l'Est, à peu près dans l'année 2002, 13 ou 12 ans après la réunification de l'Allemagne, d'aider avec des fantaisies à trouver tous les moyens pour reconnecter les habitants de ce fleuve qui ont été séparés par des frontières, rideaux de fer. Rive gauche, on ne pouvait pas aller d'un gauche à l'autre, d'une rive à l'autre, parce qu'on tirait. Hein. Et le long du fleuve aussi, c'était difficile, parce qu'on ne pouvait pas remonter en République tchèque. Impossible, c'était terrible. C'était un peuple de l'Elbe qui était fractionné. Plus de communication. Et le fleuve était le plus pollué de l'Europe, si on oublie le Volga. La Volga, je sais pas. Et donc, l'idée était, à travers de cette réunification de l'Allemagne, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour dépolluer la rivière, hein, l'idée c'était d'expliquer aux citoyens, aux habitants de ces trois pays, enfin des deux pays maintenant, qu'après 13 ans d'efforts énormes, l'Elbe était redevenue un vrai fleuve propre, assez propre, où on pouvait manger les poissons, quelque chose inimaginable pour les habitants le long de l'Elbe, qu'on pouvait remanger des poissons, et qu'on pouvait même envisager d'aller dans la rivière, se mouiller les pieds peut-être. Le goût de la rivière, ou l'odeur plutôt, c'était terrible avant. Là, on commence à sentir les poissons qu'il y avait dans l'eau. Alors, j'ai inventé cette idée un peu fou de réunir tous les gens de la source de l'Elbe jusqu'à Hambourg, de sauter dans l'eau le 14 juillet, figurez-vous quelle date, 14 juillet à 15 heures. On a identifié toutes les 20 km des lieux propices à la baignade, avec contrôle de la qualité d'eau et ainsi de suite. Je dois vous dire, pas d'opposition du tout du gouvernement ni des Länder, au contraire. Ils ont dit chouette, ils nous aident finalement à ce que les habitants de l'Elbe, voilà, font de l'amitié avec le rivière. Et ça a lieu. 100 000 personnes, d'un coup, à 15 heures, dans la Loire, dans l'Elbe. Et le soir, on a mangé, lors des fêtes, des débats, évidemment, tous les médias de l'Allemagne présents, on a mangé des poissons. Figurez-vous, on peut manger des poissons d'une rivière. Incroyable. Et on a fait venir les grands-mères, les grands-pères qui étaient encore vivantes, qui racontaient à leurs petits-enfants que c'était vrai. Avant, on faisait ça. Un spectacle absolument incroyable. C'est la première année de 2002 de l'édition des journées de baignade sur des fleuves. Mais c'était que l'Elbe. Alors, on a eu tellement de succès avec cette idée qu'on a décidé en 2005 de généraliser ça tout court et d'appeler tous les Européens sur leurs fleuves respectifs de participer. Ce qui était drôle, que le premier appel que j'ai eu, comme coordinateur de tout ça, ça venait du Jourdain. En Israël, Palestine et Jordanie. On ne sait pas trop à qui il appartient, heureusement. Parce qu'ils ont dit, oh, on a entendu quelque chose de magnifique chez vous, nous aussi on voudrait en faire sur le Jourdain. Ben, ils l'ont fait une semaine avant le vrai Big Jump, en 2005. Il y a eu un Big Jump avec des habitants et des maires
de la Jordanie, de l'Israël et de la Palestine. Je trouvais ça magnifique comme prélude au premier Big Jump qui a eu lieu une semaine plus tard. Finalement, un Big Jump pour la paix, se fédérer, se réunir, se reconnecter, pas uniquement avec des rivières, leurs rivières communes, mais aussi entre eux. Bon départ pour notre opération. Ensuite, le premier Big Jump, alors, qui consistait à des fêtes partout, mais beaucoup aussi des débats, d'accord ? De l'art qui intervenait, par exemple, pour décrire des photographies d'avant, comment ça a été, voir des projets pour l'avenir, magnifiques, des poèmes qui sont lus, et des politiques, évidemment, qui disent qu'est-ce qu'on est bien, on a nettoyé vos fleuves, maintenant vous pouvez à nouveau vous y baigner. Bon. Et donc, 600 événements en Europe ont lieu. Et évidemment, vous imaginez que, habitant maintenant altilagérien en France, j'ai évidemment aussi tenté de faire des big jumps sur la Loire. Logique. Hein. Mais alors là, quelques jours avant que j'ai pu appeler à sauter dans la Loire, j'ai eu des lettres écrites, des lettres recommandées, et des appels, et des RG qui m'ont appelé. Vous voulez appeler les citoyens, les Ligériens, à aller dans leur rivière? J'ai dit oui. Partout. J'ai dit, évidemment. C'est l'incompréhension totale. Après, j'ai eu évidemment des explications, et je le savais évidemment un peu aussi, que sur cette partie de la Loire, on peut dire dans la région qui était centre à l'époque, y compris la région Pays de Loire, suite aux accidents divers qu'il y a eu dans quelques événements très, très dramatiques. Évidemment, l'État a pensé d'interdire la baignade pour ces raisons de sécurité. Nous avons ensuite organisé, nous avons quand même fait des baignades, vous savez très bien, c'est interdit de se baigner sur la Loire, mais il y a des milliers de gens qui se baignent sous les panneaux qui l'interdisent. Ils ne savent même pas pourquoi c'est interdit, beaucoup. Il faudrait réapprendre un peu la rivière, hein, vous savez, les jeunes qui veulent se baigner, voilà. Réapprendre à la rivière pour nager dedans, pour avoir cette sensation. Donc, cette expérience de l'interdiction finalement d'aller dans l'eau, dans notre rivière, nous a amené à faire quelques années plus tard un voyage le long de la Loire où on a interrogé les témoins de venir nous voir pour raconter ce qu'il y avait avant, quand la baignade était encore libre. Et sont venus aussi des proches, des enfants qui se sont, je ne dirais pas qu'ils se sont noyés, qui sont restés dans la Loire ou avec la Loire. Et c'était intéressant, du moins ceux qu'on a rencontrés, qui nous ont dit qu'il faudrait continuer la baignade. C'est vrai, c'était terrible ce qui s'est passé. Mais il faudrait recréer les conditions, parce que leurs enfants, nos enfants dans ce cas-là, ils sont allés dans cette Loire parce que c'était joyeux, parce qu'ils aimaient cette Loire, parce que c'était une expression d'embrasser finalement la rivière. Nager avec les saumons, imaginez comme c'est super. Donc, j'en retire la leçon, enfin la conclusion que je pense, malgré ces accidents, il faudrait réfléchir maintenant comment est-ce qu'on peut organiser cette baignade. On a fait plusieurs événements qui finalement ont eu lieu à Vienne, à Chinon. On a pas fait une super belle journée de baignade. Et on a eu des petits big jumps aussi, ici, par là. Et on a des grands événements, par exemple, sur Nevers. Il y a même maintenant, Nevers, la ville de Nevers, invite à la baignade toute l'année, enfin en été, voilà. Et c'est ainsi qu'à plusieurs endroits en France, sur la Marne, sur le Lot, et pourquoi pas demain, ici dans la ville, qu'il y aura des baignades qui vont s'installer doucement. Alors, rendez-nous le fleuve et donnez-nous le droit de se baigner. C'est fou de demander le droit de se baigner. Par ailleurs, les juristes ont confirmé, on ne peut pas interdire la baignade dans une rivière. Et pensant à ça, je vous appelle d'organiser des événements, des big jumps. Rendez-nous le fleuve, sinon on va les prendre. Hein, c'est le message qu'il faut passer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Jérôme, je te laisse la parole. Ça baigne à Tours? Ça, c'est une petite vacherie
eu égard au milieu, non pas aquatique, mais politique, c'est ça, dans lequel on baigne. Non. Moi, je voulais témoigner auprès de vous et puis finalement vous soumettre une initiative que se propose de porter l'agence d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on y croit, c'est-à-dire qu'on se dit oui, un Parlement de Loire, ça existe, ça y est, ces 3 jours finalement de débat et de festivité le concrétisent. Et s'il y a un Parlement, il y a une capacité à créer des missions d'enquête parlementaire. Et donc, il faut maintenant explorer un certain nombre de sujets, et celui de la baignade, qui en effet est autorisée, militante, interdite, ordinaire, extraordinaire, on a une sorte aussi de mythologie locale, elle nécessite d'être enquêtée, donc de réunir les communautés, les parties prenantes, pour essayer de définir à la fois l'opportunité, les conditions, voire les modalités d'une baignade en Loire. Alors, il y a trois motivations à ça. La baignade, c'est une modalité relationnelle possible au milieu. Vous voyez que je parle le Michel Lousseau couramment. Sauf que la baignade en Loire, c'est une baignade ligérienne, donc ça demande une appréhension, une compréhension et un respect du milieu particulier. Et il y a des contours, évidemment, à dessiner. C'est la première motivation. La baignade, c'est un lien comme un autre au fleuve, et c'est un lien qui engage, parce qu'il peut engager du haut de la cheville au-dessus de la tête. La deuxième motivation à cette enquête que l'on propose de conduire, c'est aussi l'idée de, désormais, il y a un Parlement, il y a un sujet d'atterrissage, pour reprendre la tour, d'atterrissage de cette démarche dans un espace politique, délibératif, mais aussi dans des espaces. Et se baigner, c'est forcément désigner un lieu. Et prendre en compte les caractéristiques de ce lieu. Et nous, ça nous paraît, parce que les urbanistes, on est sur des questions territoriales, important que ce processus puisse aussi rencontrer finalement des pratiques et des lieux. Et puis la troisième motivation, qui est plus corporative, c'est la question aussi de nos pratiques d'aménagement ou de ménagement du territoire. Et faut-il aménager une baignade? Faut-il autoriser la baignade? Ou finalement, est-ce qu'une politique publique, parfois, c'est pas juste de laisser faire la manière en donnant simplement les informations permettant que cette pratique soit sécure, respectueuse du milieu, etc. Donc on a ces trois motivations qui nous appellent dans les 6-8 prochains mois à essayer de réunir, et l'agence d'urbanisme sera finalement puissance invitante et scribe, et c'est finalement d'entendre Roberto, il va évidemment nous expliquer en quoi c'est un acte de retour en Loire, et que c'est un acte militant en tant que tel, mais aussi des maîtres nageurs, des pompiers, pour nous expliquer les dangers qu'ils ont constatés, les pratiques qui seraient à risque. Évidemment, des spécialistes du milieu, de l'écosystème, c'est que fait l'eau de Loire au corps humain, mais que fait le corps humain enduit de crème anti-UV au milieu aquatique. C'est aussi, là encore, une relation qui est à réguler ou si ce n'est à gouverner. Et aussi d'interroger les mythes et réalités. Aller à la Loire, c'est aussi une sorte de transgression, c'est de la liberté. C'est peut-être justement l'endroit où on n'a pas envie d'avoir ou une baraque à frites, ou des bouées, ou quelqu'un avec un maillot de bain rouge au-dessus d'un escabeau. Moi, c'est aussi probablement des contours d'une baignade ligérienne particulière à identifier. Donc, rendez-vous bientôt. On essaiera autant que faire se peut que cette démarche elle ait aussi une dimension publique. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des praticiens et des sachants à interroger, mais tout à chacun une expérience plus ou moins approfondie, plus ou moins intime avec l'eau de Loire, en tout cas à Tours. Alors on n'a pas vraiment déterminé l'échelle territoriale. On ne voudrait pas que ça soit juste la Loire à Tours, qui est une Loire urbaine, anthropisée, etc. Je pense qu'il faut aussi qu'on l'élargisse et qu'elle prenne des échelles probablement métropolitaines pour aussi inclure des espaces moins denses en usage urbain. Mais rendez-vous prochainement, donc avec probablement 6 séquences de travail que je pourrais développer, si vous le souhaitez, si on en a le temps,
dans quelques minutes. Mais en résumé, puisqu'il y a un Parlement, il y a un espace politique qu'il faut alimenter. Et alimenter cet espace politique, c'est de prendre un sujet, essayer justement de créer une nouvelle communauté politique qui va délibérer, proposer une mission d'enquête parlementaire, une mission d'information parlementaire au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Ça produit un rapport qui est remis aux décideurs. La vraie question qui nous est posée, elle est finalement très intéressante au sens des sciences politiques, c'est qui est le décideur de la Loire. Et on voit bien qu'il n'y a pas un décideur de la Loire, mais qu'il y a une communauté à essayer d'alimenter. Et donc, on verra justement ce qui sera fait à la suite de cette démarche, mais qui nous paraît une sorte de réplique modeste et territoriale du processus auquel vous avez, Virginie, participé. Oui, ce que je trouve très intéressant, c'est effectivement c'est de nous mettre maintenant à l'œuvre. C'est-à-dire que là, il faut y aller, il faut qu'on se mouille, là, la commission. Voilà, et je trouve que si en plus ça commence par la baignade, vous pensez bien que ça me ravit. Je voudrais revenir sur deux petites choses et vous faire une citation qui me semble assez intéressante pour revenir un petit peu sur quand même l'histoire de la baignade. Alors je prends le terme de baignade, mais qui raconte autre chose que la natation. En 1814, il y a un arrêté municipal de la ville d'Orléans qui stipule qu'il est fait défense à qui que ce soit de se baigner en pleine rivière pendant le jour sans être vêtu d'un caleçon. Donc, vous voyez bien que là, on était en plein dans la baignade. Là, il fallait juste avoir le caleçon, mais sinon, tout y était. On pouvait y aller, il n'y avait aucun problème. Et maintenant, une nouvelle législation qui est aussi en train de se mettre en place, donc celle-là est beaucoup plus récente, et je vous l'énonce parce que les mots ne sont plus les mêmes. Toute personne qui se baigne sur le littoral de la mer, en rivière, dans un lac, dans un étang, au-delà des 300 mètres, et en général dans tout plan d'eau qui ne fait pas l'objet d'une organisation particulière de sécurité et dont l'accès est libre, le fait à ses risques et périls. Donc, on change, on est passé du caleçon à autre chose. Donc voilà, ce que je voulais un peu rappeler dans cette espèce de gap qu'il y a complet entre ces deux citations, c'est qu'aussi on a complètement oublié, il me semble, sur ce territoire ligérien, que nous pouvions aussi mobiliser des héritages, c'est-à-dire que l'on s'est beaucoup baigné en Loire, et qu'il y a eu dans ce paysage ligérien des maillots de bain, des bouées, des maîtres nageurs, des locations de bateaux, qui ont fait partie donc de ce paysage ligérien, on va dire du 19e siècle, pratiquement jusqu'aux années 60. Bains et guinguettes, mais aussi, et c'est là où je voudrais revenir sur l'apprentissage de la nage, qui me semble extrêmement important, école de natation, joutes, nautisme, voile, peuvent se lire complètement à profusion, donc dans une iconographie qui est très riche, qui fait partie de l'iconographie ligérienne, mais qui a l'air de s'être complètement perdue de l'identité ligérienne. Donc le goût de l'eau était bien là. Et dans ce que l'on a, il me semble, à travailler ensemble, c'est de retrouver, non pas, je pense que le goût de la baignade, il est bien là, mais c'est peut-être cet apprentissage de la lecture de la rivière et de la lecture, effectivement, de ses remous, de ses courants, de ses culs de grève. Et donc, dans cet apprentissage, en fait, dans cette appétence, dans ce goût de l'eau que certains ont déjà, mais qu'on pourrait un peu plus faire œuvre pédagogique auprès des enfants, c'est avoir les pieds dans l'eau. Qu'est-ce que ça signifie que cette riverainité, tout simplement, mettre les pieds dans l'eau, les mains dans l'eau, comprendre le sable, observer les culs de grève, les îles, savoir comment se passe cette dynamique fluviale de la Loire si particulière. Ça, c'est un apprentissage aussi culturel qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait mener vraiment. Ce qui est intéressant aussi dans tout cet aménagement en fait des bains qu'il y a eu, c'est que ça a été à la fois une ingénierie qui s'est mise en place, donc des équipements qui se sont mis en place en fait le long des quais, mais il y a eu aussi une rivière aménagée, une Loire aménagée pour les bains, où là on a profité en fait du lit mineur de la Loire, des duits, des épis,
des buses aussi qu'on a mis en place de façon à ce qu'il y ait un courant relativement stable et qu'on n'ait pas cette appréhension du danger de Loire. Donc on a bien là tout un... Il y avait quelque chose de très populaire qu'il faut absolument qu'on arrive à retrouver dans cette riverainité, dans cette accessibilité. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir y aller très naturellement. Et on a, il me semble, oublié complètement une mémoire des lieux qui pourtant doit bien être là et donc qu'il faudrait peut-être réactiver. Jérôme, je te laisse la parole là-dessus, sur cette mémoire possible d'une baignade aménagée à Tours. Alors, il y a en tout cas un travail de recollement de toute cette matière historique, et en effet, qui fait partie du travail d'enquête, d'essayer de récolter les pratiques, les dispositifs, les aménagements à l'époque. On peut quand même se poser la question, parce que la démarche Parlement de Loire, elle s'inscrit aussi dans ce nouveau contrat naturel, dans ce rapport au milieu différent, de peut-être pas forcément reproduire ce qu'on a fait ailleurs précédemment, qui était peut-être quelque chose d'aménagiste, parfois de stérilisation du milieu. Et donc d'interroger en effet par rapport à ce qu'il a pu être fait en termes de pratique, de se dire qu'est-ce que serait une baignade contemporaine ou anthropocène en Loire, et d'en définir ces nouveaux contours. Mais oui, il y a une matière qui est très riche, qui est un peu éparpillée, il faut bien le dire, et qui nécessite justement de réunir ces parties prenantes. C'est pour ça que la démarche que vous avez conduite, elle me paraît intéressante dans la récolte, dans une sorte de glanage d'informations et de points de vue, et on essaye modestement de la reproduire sur cet objet, cette pratique qui a revivifié, pas revivifié, j'en sais rien, parce que si on avait la conclusion, ce ne serait pas très intéressant de mener une enquête, on saurait déjà qui est le coupable ou le disculpé, mais en tout cas de se reposer la question, puisque la réalité et Roberto et vous, Virginie, venez de le dire, c'est que les gens se baignent. On fait tour-plage, on va au bout, on fait tournage ou pas. Et c'est bien la question qui nous est posée. Après, on termine. Je dirais Tours, la plage de Tours, hein. Tours-plage ou Paris-plage, il vaut mieux que Tours et Paris nage, n'est-ce pas ? Très beau. Merci beaucoup. Moi, j'avais aussi senti un jeu de mots sur lequel j'avais envie de terminer. C'est peut-être, allez, je lance, imaginez un couloir de nage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allô, allô, merci. Merci beaucoup à vous trois. Je crois que c'est vraiment une invitation au bain. Merci encore vraiment à vous trois. On va vous laisser peut-être...